bonjour à tous, parce que j'ai croisé quelques-uns de vous pendant le lunch. Là. Mon nom, c'est Isabelle Coupienne. Je suis la fondatrice de la filière d'agriculture biologique qui s'appelle Land Farm Men. Donc les grands principes, je vais être assez courte dans l'histoire, mais les grands principes, c'est qu'on a mis en place cette filière d'agriculture il y a 10 ans en Belgique, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de diversification culturelle comme les légumineuses, le quinoa et autres types de cultures comme ça. Et notre travail à cette époque-là, c'était de discuter avec les agriculteurs, de leur offrir une diversification pour différentes cultures que je vais vous présenter par après, pour ouvrir la rotation. Ce n'est pas du tout pour changer les cultures existantes, c'est pour amener une diversité et de pouvoir appliquer des techniques en agroécologie intéressantes. Ça, c'était un peu l'objectif. Donc, notre objectif, c'est évidemment l'innovation. On fait beaucoup de recherches, par exemple, avec le CRA et ILVO dans les variétés de semences qui sont le plus adaptées au sol du nord de l'Europe. Approche écologique durable, bien évidemment, et produits de haute qualité nutritionnelle. Pourquoi ? Parce que toutes nos productions servent à l'alimentation humaine. On ne fait pas du tout d'alimentation animale. Je vais présenter. En fait, la présentation, elle est en 3 parties, mais en 4 slides, quoi. Enfin, bon. C'est que je présente les différents départements de notre petite société, qui sont en fait la partie production, la partie transformation et la partie commercialisation. Et puis par après, je vous expliquerai les cultures qu'on reprend et aussi peut-être un exemple de culture associée qui est intéressant et qui est un peu les pour et les contre de ce type de culture. Donc en gros, l'approvisionnement agricole se fait via, entre guillemets, 50 agriculteurs avec lesquels on travaille. Pas 50 chaque année, mais souvent, certains agriculteurs nous proposent moi j'ai X hectares où tu peux mettre du quinoa, moi j'ai X hectares où tu pourras mettre de la lentille, moi j'ai X hectares comme ça. C'est comme ça que ça se passe. On travaille avec aussi, dans le futur, de plus en plus, ce sera avec les coopératives agricoles, pour avoir le plus de volume possible. Comme je vous disais, on est fort basé sur la recherche et développement, donc avec ILVO et CRA, comme on a été les premiers à mettre, enfin les premiers, ou en tout cas en association avec d'autres, mettre du quinoa et des cultures associées, on est intégré dans leurs projets de recherche. Donc par exemple pour les pois chiches, par exemple pour les nouveaux soja et des choses comme ça. Donc on a accès à des résultats, peut-être pas des semences, mais en tout cas des résultats qui sont intéressants. Au niveau de la transformation, donc ça c'est pas la photo de l'usine, hein. Ça c'est parce qu'on est dans un hall de la SCAM à Marchauvelette, on n'est pas du tout ça, mais c'était plus joli de mettre cette photo-là qu'une autre, j'en avais pas. Donc on s'occupe du séchage, du triage et du décortiquage. En 2026, on va intégrer une floconnerie. Donc une floconnerie, c'est des énormes machines qui floconnent les céréales, mais aussi les légumineuses, et qui peuvent ensuite en faire de la farine. Pas de la farine normale, c'est de la farine qui vient de flocons et qui a été traitée thermiquement. Donc elle sert essentiellement pour les laits végétaux, pour le baby-food et les choses comme ça. Et ensuite, le dernier, on fait du pressage d'huile aussi et de la désaponification de quinoa. Ça, c'est une obligation puisque le quinoa a de la saponine. Et ensuite, la commercialisation. La commercialisation, on travaille, ça c'est un peu une image pour les produits sous marque propre, comme par exemple Graines de Curieux. On fait sous marque de distributeurs, si quelqu'un veut en acheter et les revendre à leur propre marque. On fait beaucoup de travail à façon. Donc ça veut dire qu'un agriculteur peut venir nous déposer de l'épeautre en disant, ben voilà, je voudrais faire des semences, est-ce que tu peux me le trier à 99,7% ou 90% de pureté ou autre chose comme ça. Et avec des industriels, l'exemple c'est la boulangerie ou l'exemple c'est des sociétés qui font par exemple des hamburgers végétaux et qui vont utiliser de la lentille pour faire ça en fait. Au niveau des cultures, donc les contrats de culture qu'on propose aux agriculteurs, voilà ce qu'on met et c'est intéressant de voir en fait c'est un petit peu la répartition de ce qu'on a. Je suis désolée, c'était mis en anglais parce qu'à un moment j'ai dû la traduire, mais enfin c'est exactement pareil. La répartition de ce qu'on a par rapport aux cultures associées et cultures seules. Donc dans les cultures associées, c'est surtout l'avoine lentille, caméline lentille et épeautre lentillon, donc 2 cultures de printemps, une culture d'hiver. Les légumineuses seules, lentilles, pois chiches, haricots secs et soja. Soja, c'est vraiment des essais de culture. Pour le moment, il n'y a encore rien qui est vraiment très très développé à ce niveau-là. Céréales, petites épeautres, millet, blé ancien et seigle. On fait aussi des cultures d'oléagineux. Et quand je dis ocre-culture, ben c'est un peu ce qu'il y a moyen de faire ici en Belgique. Et donc, comment ça se passe ?
chaque année, on a un contrat de culture qui reprend tout ça et on demande aux agriculteurs, voilà, nous on a vendu autant de volume en 2023, voilà ce que j'ai besoin pour 2024, en augmentant un peu, en espérant que ça augmente. Et puis chacun dit, moi j'ai autant d'hectares à te mettre à disposition et on signe un contrat avec un prix qui est défini pour les légumineuses. Pour les céréales, c'est un peu plus difficile de mettre un prix fixe parce que c'est très volatile, mais en règle générale, on essaye d'avoir le prix juste, le prix le plus juste possible en discussion avec les agriculteurs. Ça, c'est l'idée. Je reviendrai après, ça c'est pour mon exemple. Au niveau de la ligne de tri, ça c'est un peu l'image des machines qui sont mises en place. Comme je vous disais, on a pris un hall de la SCAM à Marchauvelette. C'était un hall qui n'était plus utilisé, donc dans lequel on a refait le toit et le sol, et on a été implanter notre ligne de tri. Elle se présente en fait comme ça. Ça, c'est un peu plus explicite. Donc c'est vraiment le hall, il est rectangulaire, c'est assez facile. Donc on a une ligne de pré-nettoyage. Donc quand les camions arrivent, que c'est un peu humide, que ça sort du champ, on pré-nettoie. Ensuite, on sèche, puisque une légumineuse ou un quinoa doit absolument être séché au moment où on le moissonne, parce que sinon ça fermente. Et en alimentation humaine, rien n'est laissé au hasard, parce que sinon ça donne tout de suite un goût au produit. Ça, c'est le premier hall. Ça, ce sont les aspirateurs en fait, de poussière qui sont reliés à chacune des machines et donc qui éliminent les poussières. Donc il n'y a en général pas de poussière dans le hall. Et dans la deuxième partie, on est dans le tri plus fin, je vais dire, où là, on a la partie décortiquage. Donc on a un décortiqueur à épeautre, petit épeautre, à lentilles brunes qui deviennent alors lentilles corail, et des saponificateurs de quinoa. Ça, c'est isolé par ici. Et ici, on a une ligne de tri fin qui est alimenté par le hall ici. Et puis ça, c'est un trieur alvéolaire. Donc le trieur alvéolaire, il va trier par rapport à la forme du grain. C'est-à-dire, si on fait une culture associée, c'est surtout cet élément-là qui va dissocier les cultures. Si on a une lentille et une avoine, la lentille sera ronde, que l'avoine sera plutôt oblong. Et donc, c'est cette manière-là que c'est séparé dans cette machine-là. Ensuite, un trieur densimétrique, où là, c'est par rapport à la densité du produit, donc c'est par rapport au poids du produit. La lentille va être plus lourde que l'avoine. Et ensuite, ici, on a le trieur optique qui trie par rapport à la couleur. Et donc ça, je n'explique pas que l'avoine et la lentille, ça n'a pas tout à fait la même couleur. La grande difficulté, c'est quand les produits ont plus ou moins la même couleur, comme une lentille blonde et un froment. Donc on n'associe plus jamais ce genre de culture, parce que c'est pas possible à séparer, en fait. Donc ça, c'est... Et puis alors, on a le système d'emballage pour faire un sac de 25 kg. Ça, c'est la ligne de tri aujourd'hui, et le pressage d'huile se fait ici, mais je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas marqué. Donc on fait l'huile de colza et l'huile de caméline, on l'a fait nous-mêmes. Au niveau du travail à façon, parce que évidemment nous on reprend certaines cultures qu'on vend, mais il y a plein de cultures qu'on peut trier pour vous ou pour d'autres personnes et qu'on ne va jamais reprendre et qui ne nous intéressent d'ailleurs pas du tout. On fait par exemple du chanvre, on peut trier du chanvre, on peut trier de la moutarde, enfin on peut trier tout ce qui doit être séparé et toutes les graines, de la plus petite à la plus grande. Et pour la séparation, tant que les graines ont une taille, un poids ou une couleur différente, c'est possible. Donc on a fait une liste de produits, si vous voulez, de production qu'on a déjà triés chez nous et pour lesquels ça ne pose aucun problème. Et le tonnage du tri se fait à partir d'une tonne jusqu'à pas vraiment de limite. Le plus, c'est le mieux, parce que quand on met de telles machines en route, après, dès qu'on change de produit, il faut chaque fois tout nettoyer. Enfin bon, ça demande du temps. Donc en fait, c'est toujours bien d'avoir, je sais pas, on commence vers 10 tonnes, ça c'est bien, quoi. Alors, un demi-camion, ça c'est pas mal. Donc voilà l'ensemble des cultures. Au niveau de la commercialisation, comme je vous ai expliqué, on fait quand même pas mal de... Ça, c'est de vente en vrac. Cette image-là, elle représente tout ce qui part en big bag, en camion, en sac de 25 kg sous palette, mais qui n'est pas à notre marque, en fait. Ça part en volume. Et ce qu'on a développé depuis le début, en fait, depuis le début, on a eu pas mal de succès parce que quelque part, on était un peu les premiers sur le marché. C'est que dans notre gamme, tout est en bio. Et on a développé une gamme de produits avec toutes nos graines. Certaines graines sont transformées en farine, mais par exemple la farine, c'est pas nous qui allons la faire. On sous-traite cette transformation-là parce que c'est pas du tout l'objectif de le faire nous-mêmes. On fait l'huile, on fait les sablés, ça aussi par exemple, c'est quelque chose qui est sous-traité, mais les recettes sont mises en place par nos soins avec nos propres farines de blé ancien, de petit épeautre, de sarrasin ou autre.
Et le quinoa, c'est l'exemple un peu du lait végétal, parce qu'on avait une demande pour ce produit-là, et que c'est fait à base de quinoa et d'avoine. Alors il faut être tout à fait honnête, quand on fait des gros volumes de lait végétal, on n'a pas assez de quinoa pour le faire tout nous-mêmes. Donc on va peut-être, si on va travailler avec un agriculteur dans le nord de la France, on dira qu'on est toujours en Belgique, quoi. Enfin, je veux dire, ça s'étend un petit peu plus que la Belgique pour certains produits. Ici, je voulais prendre un exemple, pas le quinoa, mais il y a un exemple qui est intéressant au niveau des cultures, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Les cultures associées, on en parle beaucoup. Les légumineuses, on en parle beaucoup. Et tous leurs bienfaits, en fait, sur le sol. Mais aussi, ce qui marche très bien, c'est l'association lentilles-avoine, qui est une culture de printemps, aussi bien que lentilles-épeautre. C'est exactement pareil, mais j'ai pris cet exemple-là. Et là, on voit bien, en fait, comment ça pousse. L'avoine sert de tuteur à la lentille pour éviter que celle-ci ne reste sur le sol et que quand on a des pluies comme on a eu cette année, que tout pourrisse en fait. Donc ça sert un peu à surélever la lentille, en fait, c'est vraiment ça. En même temps, ça sert à ce que le sol soit bien couvert, voilà exactement. Et en même temps, ça sert, grâce aux racines de la lentille, de fixer l'azote dans le sol pour plutôt les cultures suivantes que la propre culture, évidemment, puisque l'azote sera relâché par la suite. Donc ça donne une idée de la culture. Ça, c'est l'intérieur de la culture. Et ça, c'est ce qu'on peut sortir comme produit, c'est surtout de la verte. Et alors, la coraille, ça c'est pour l'exemple, c'est de la blonde décortiquée. Et la lentille noire, c'est la même chose que la verte, ça se cultive en culture de printemps. Alors, Catherine, si tu as quelque chose à dire sur les techniques culturelles, tu peux y aller. Ah non, mais moi je n'y connais pas trop. Ici, je reprends, ça n'est pas mis dans le bon sens, je m'excuse, mais ici, on peut rentrer dans les techniques agricoles de la lentille avoine, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est les atouts et les limites des associations de cultures. C'est surtout ça. Si on associe, par exemple, la lentille avec la caméline, on a un intérêt ou un autre, avec l'avoine, avec l'orge, avec le blé ou avec le lin. Avec le lin, par contre, je ne sais pas. Ça, je n'ai jamais fait. Catherine, je ne sais pas si ça se fait ou pas. Je vais essayer. Là, oui, on peut essayer, c'est vrai. L'important, en fait, c'est de mettre deux cultures qui vont se récolter plus ou moins au même moment. C'est-à-dire que la lentille se récolte quand même plus ou moins dans la deuxième partie du mois d'août, sauf s'il fait vraiment très sec et très beau. Alors, l'avantage avec l'avoine, c'est que l'avoine, quand elle est mûre, on peut quand même la laisser un petit peu, elle ne va pas tomber sur le sol, ce qui est la même chose pour la caméline, par exemple. Les avantages, c'est les atouts, on les connaît au niveau technique agroécologique, ça je pense que ça, tout le monde les connaît. Au niveau des limites, ici, on parle des débouchés de la caméline, peu de débouchés, si déclassement de l'avoine et tout ça. Ici, c'est un peu différent pour nous, parce que comme on travaille en alimentation humaine, c'est évident que s'il pleut toute la saison et que l'avoine est toute grise, on peut la déclasser, mais ça, de toute façon, c'est dans tous les cas de figure. Par contre, si ce n'est pas le cas et qu'on a un poids spécifique de la lentille qui est plus grand que 50, qui est plus élevé que 50, nous, on va le sous-traiter pour le transformer en flocons. Et une fois qu'on aura notre floconnerie chez nous, on va le faire nous-mêmes. Et on a accès alors à des volumes de vente chez des industriels qui font, je sais pas moi, des flakes, des granolas et des trucs comme ça, où il y a vraiment une demande pour des flocons qui soient belges. Voilà, ça c'est l'idée. Donc, on a toujours la caméline, c'est pareil, c'est pour ça qu'on a une presse à huile. La caméline, on n'en trouve pas beaucoup. Nos volumes de vente ne sont pas non plus énormes, mais toutes les terres dans lesquelles on a de la caméline associée à de l'avoine, c'est vendu, quoi. C'est vendu dans les magasins. Voilà, au niveau de l'orge, du blé, du lin, c'est un peu pareil, il y a toujours des avantages et des inconvénients à mettre des cultures ensemble. Le plus facile, c'est quand elles se récoltent au même moment. C'est déjà ça, un des premiers objectifs. Voilà, j'ai un peu parcouru en gros ce que nous faisons. Il y a d'autres cultures, d'autres techniques agricoles qu'on met en place aussi. Vous pouvez vous poser toutes vos questions, mais voilà un peu la globalité de cette filière qui est mise en place. Alors, je vais quand même ajouter un petit point. Ah oui, je me suis mis complètement hors caméra là, en fait. Mais c'est comme ça. Ah, ça va, ok, ça va. Ici, je vous ai parlé de floconnerie. Là, en 2026, en fait, on a été repris dans le plan de relance de l'Europe pour les subsides qui ont été accordés pour le développement et l'industrialisation de certaines filières. Donc j'avais proposé un projet de floconnerie. Il y a une floconnerie en Belgique qui est au nord d'Anvers, mais qui a la taille de Kellogg's, quoi. C'est une société avec laquelle on travaille justement pour la sous-traitance de la floconnerie aujourd'hui. Mais l'idée, c'était de rajouter un outil
qui est le plus gros et le plus cher entre nous, la floconnerie, pour pouvoir de transformer de plus en plus nous-mêmes, parce que en développant une filière en Belgique, et Catherine le sait aussi, c'est que si on sous-traite, on ne survit pas, parce qu'évidemment, je veux dire, on n'a déjà pas beaucoup de marge dans l'agroalimentaire, mais si en plus on doit faire le transport, ramener à gauche, revenir à droite et tout ça, c'est quand même compliqué. Et donc, on est en train de lever des fonds pour nous aider, parce que c'est quand même un gros budget, pour placer cette floconnerie ici en Wallonie, donc près de Namur, quoi. Mais ça veut dire aussi qu'on aura pas mal de besoins en avoine et en céréales qui pourront être floconnées. Je dis l'avoine parce que c'est essentiellement l'avoine qui est demandée, quoi. Mais ça veut dire qu'en légumineux, si on veut un flocon de quinoa ou un autre type de flocon, on peut l'avoir aussi. S'il y a une demande, on peut la centraliser chez nous. L'objectif, c'est de ne pas devenir un monstre économique, ça ne nous arrivera pas. Par contre, c'est de pouvoir diversifier en fait les services qu'on peut offrir. Le tri à façon avec les lignes, la mise en culture de légumineuses et le conseil agricole pour ce type de culture dont on s'occupe, pas les autres, mais aussi vente aux industriels et augmenter les volumes de vente qui ont lieu en Wallonie, en Flandre. Et on a des subsides européens, c'est bien pour peut-être aller, on espère, un peu au-delà des frontières, quoi. Et à partir du moment où je pense l'ensemble des agriculteurs ou des producteurs savent qu'il y a une floconnerie ou qu'il y a une ligne de tri, on peut se dire, moi l'année prochaine je mets un peu plus d'avoine, un peu plus de lentilles, en tout cas tout ce qui pour nous a été signé par contrat en vente, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, ou on passe la parole à Catherine et on fait des questions ensemble. On a une petite question, tout ce qui rentre là-dedans doit être certifié bio. Oui. Oui. Dans le futur, quand il y aura la floconnerie en Mancy, tout ça, on va faire les deux pour le tri, si vous voulez, parce qu'on peut pas dire qu'on ne fait que du bio. Mais notre corps, c'est quand même le bio, quoi. Oui, mais même en termes légaux, je suppose que si la ligne est utilisée pour le bio... Non, on peut utiliser pour les deux. Oui. Oui, bien sûr. Oui, on peut utiliser pour les deux, tant qu'on respecte un cahier des charges et une procédure. Oui, c'est ça, quoi. Et d'ailleurs, ce serait même pas possible. Avoir 2 lignes de tri pour faire les deux, c'est quand même... Ouais, non, c'est pas ça. C'est comme le sans gluten, il faut une ligne de tri pour le sans gluten, il faut déjà en vendre. Donc voilà, oui. Je te laisse la parole. Oui, ok. Voilà, donc maintenant Cultivae. Donc Cultivae, c'est une coopérative qui est née il y a plus ou moins 7 ans. L'idée de départ, c'est qu'on était un peu un groupe d'agriculteurs innovants qui cultivions différemment les sols et mettions en place des techniques où on labourait moins les sols, mettait des couverts, etc. Et en faisant ça, on s'est dit, tiens, ça a du sens dans les fermes au niveau environnemental, ça a du sens économiquement aussi. Et l'idée, c'était de pouvoir partager cette expérience-là, ces innovations à d'autres agriculteurs et que d'autres puissent aussi venir dans ces démarches-là. Et donc voilà, l'idée, c'était justement d'avoir toutes ces fermes innovantes et de se dire que les cultures qui étaient faites dans ces fermes, c'était quand même dommage de les valoriser dans les circuits classiques au prix mondial, donc faire de la quantité à prix bas. On s'est dit, s'il y a des changements de pratique, si les sols sont en bonne santé, ce serait beaucoup plus sympa de vendre ces céréales-là dans des filières courtes pour l'alimentation humaine. Parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qui était céréales, il n'y a que 9% des céréales qui partent en Belgique dans l'alimentation humaine. Donc le reste va principalement pour le fourrager et pour des biocarburants. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, tiens, pour essayer d'avoir une plus-value, etc., on va aller voir des transformateurs qui seraient peut-être intéressés d'avoir des céréales produites localement sur des sols en bonne santé. Et ça a commencé il y a 7 ans avec un brasseur qui est venu nous voir. Il était là, on est dans la plaine du Brabant wallon, à Perouet, en SB. Et lui, il avait une petite brasserie et on lui expliquait ce qu'on faisait dans les sols, les changements, etc. Et alors, lui s'est dit, mais enfin, c'est vraiment chouette, j'aime bien, mais je me demande d'où vient mon malt. Parce que donc, on est quand même en Belgique les plus gros malteurs du monde. En fait, on a vraiment une bonne connaissance de maltage. Mais les malteries, en fait, elles se fournissent en orge à l'étranger.
Donc lui et nous, on s'est rendu compte en même temps qu'il achetait son sac de malt à Anvers dans une malterie de 5 générations chez Dingemans. Il était très content d'acheter un produit pour lui du terroir, un produit belge. Mais en fait, il s'est rendu compte que l'orge, lui, venait des pays de l'Est ou bien de la France ou de l'Angleterre. Et là, ensemble, en fait, avec les brasseurs, on s'est dit, on va aller voir le malteur et lui demander s'il ne veut pas nous faire un genre de maltage à façon avec l'orge qui vient de cette ferme. Alors on a fait un camion. Et là, le brasseur était content, etc. Puis nous, on était agriculteurs, donc on ne savait pas stocker. Et on a stocké cette orge qui était un orge bio chez un organisme stockeur chez des gens. Et cette orge a été contaminée. Et donc quand il était arrivé à la malterie, ça a été détecté. Et donc on a un orge bio qui est arrivé contaminé. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, mais on va devoir se réapproprier le maillon supérieur et ne pas faire uniquement la culture. Mais si on veut reconstruire des filières locales, il faut aussi pouvoir stocker, sécher, trier. Et on s'est rendu compte que la qualité qui était demandée pour les produits était quand même plus exigeante. Il fallait maîtriser ces différents maillons. Et c'est là qu'il y a eu aussi une aide possible de la région wallonne qui s'appelle les aides All Relais agricoles. Et donc ça, la région wallonne, en fait, quand on crée une coopérative, il donnait une aide aux agriculteurs qui créaient un outil de transformation. Et souvent, c'est All Relais, il y a des fromageries, des ateliers de découpe, de boucherie, etc. qui ont été créés. Mais en fait, en grande culture, il n'y a jamais personne qui s'est dit, tiens, mais on pourrait refaire des circuits courts en grande culture. Et donc on s'est dit, on va proposer un All Relais pour stocker des céréales, donc principalement de l'orge et puis du blé. Et puis ça s'est diversifié par la suite. Et donc ici, c'est ça l'idée. Donc les fermes innovantes, Cultivae qui vient alors apporter un service logistique indispensable à la création de filières. Parce que quand on se lance dans ces créations de filières, on se rend compte que c'est vraiment compliqué. Il y a plusieurs acteurs, il y a 4-5 acteurs à contacter. Et donc si justement, c'est un peu comme Isabelle, si elle doit aller envoyer pour floconner quelque part, c'est un peu compliqué. Autant essayer d'avoir le maximum d'outils. Et nous, là, on est plutôt à la base. Et les outils de base, c'est déjà stocké, ventilé, trié, séché aussi un petit peu. Et alors, on a aussi un peu de décortiquage. Donc, c'est vraiment des outils de base qui permettent de livrer du grain avec les spécifications techniques demandées par les acheteurs. Voilà. Et donc, pour pouvoir proposer aux agriculteurs des contrats en agroécologie et des contrats rémunérateurs dans des filières courtes, l'autre objectif de Cultivae, donc premier objectif, c'est de fournir des outils et aussi du travail à façon possible chez les agriculteurs qui ont besoin d'un petit triage ou quoi. Mais le deuxième, donc, c'est d'arriver à trouver des transformateurs innovants qui sont prêts aujourd'hui à vouloir valoriser ce travail qui est fait dans les fermes et de mettre un prix correct pour tout ce qui est fait en plus. Les couverts végétales, l'effort de formation fait par les agriculteurs de non-labour, la prise de risque qui est faite dans les fermes. Et donc là, on essaye sans cesse d'expliquer à des acheteurs qu'il est temps, qu'on doit changer. Et notre combat principal, en fait, c'est les sols. C'est de là qu'en fait, tout est venu dans les changements de pratiques. C'est surtout cette lutte contre l'érosion et de se dire que si nos sols sont en bonne santé, on va sans doute aussi pouvoir faire face à tous ces changements climatiques, tout ce qu'on vit ces dernières années, les périodes de sécheresse, les périodes d'excès d'eau, mais qu'on va pouvoir passer au travers de tout ça si on a des sols résilients. Et ça, c'est un peu le moteur de base. Alors, les différents types de filières créées, donc, elles ont la caractéristique d'être en agriculture régénérative, locale, prix juste. Mais Cultivae aimerait aussi avoir un impact à grande échelle, vu que ce qui motive, c'est qu'il y ait de plus en plus d'agriculteurs qui changent et pratiquent. Et donc, on aime faire venir des gens qui sont vraiment dans de la culture conventionnelle au départ, mais qui puissent s'intéresser pour une culture à suivre un itinéraire technique un peu différent. Donc, notre filière principale, c'est cette orge brassicole. Donc, on est parti avec ce camion de 30 tonnes et ce brasseur. Et maintenant, en fait, cette année, on a 4000 tonnes. C'est pas grand-chose parce que 4000 tonnes, c'est vraiment tout petit, mais on a quand même grandi. Et avec ça, on essaye d'intéresser de plus en plus d'agriculteurs
Et donc cette année, il y a 80 agriculteurs qui ont mis de l'orge. Et avec juste la parcelle d'orge, c'est un moyen pour nous d'expliquer tout un changement de pratique sur cette culture-là. Et donc, c'est-à-dire, l'orge est une culture bas intrant. C'est une culture où le malteur ne veut surtout pas des taux de protéines élevés. Et donc, il ne faut pas mettre trop d'engrais, trop d'azote. Et donc, il y a un suivi technique régulier pour être sûr d'arriver à des quantités de protéines basses. Et vu que c'est une culture bas intrant, elle fait partie des cultures qui sont primées par la PAC. Donc il y a une prime de 300 € qui vient aussi s'ajouter à la prime qu'on négocie avec l'acheteur. Et donc avec tout ça, on arrive quand même à avoir une culture qui donne un rendement économique équivalent à un blé, malgré que cette culture ait des rendements beaucoup plus faibles. Donc on est à 7 tonnes de rendement ou 6,5, alors qu'un blé peut faire 9-10 tonnes. Donc c'est vrai que par défaut, les agriculteurs sont attirés par faire du rendement. Mais bon, quand on voit la chute du prix des céréales aujourd'hui, et du blé notamment, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et finalement, faire une culture comme ça qui a moins de rendement, mais avec un prix correct, revient au même au niveau économique que de faire un blé qui ne vaut plus rien aujourd'hui. Voilà, ça c'est le modèle Cultivae. Et donc je vais voir... Ah voilà, ça c'est un peu les outils. Donc on a construit un hall relais. Dans ce hall, il y a des silos. Ici on les voit, il y a 10 silos. Ils sont tout petits, c'est des silos de 120 tonnes plus ou moins. Il y a un trieur qu'on a mis là en hauteur et un séchoir. Bon alors ce ne sont pas des trieurs très fins, donc ils appellent ça le médecin généraliste. C'est le trieur de base dans lequel on passe les céréales pour faire une aspiration. Vous voyez, on enlève les poussières et comme ça on sait stocker les céréales déjà dépoussiérées. Et puis alors après, quand on va livrer la céréale, on le repasse dedans. Et donc ici on s'est calibré, vous voyez, on a 4 sorties, 4 grilles différentes, c'est un trieur rotatif. Et donc ça nous permet d'envoyer la fraction demandée par l'acheteur et de le renvoyer dans des camions retriés. Voilà, ça c'est le trieur. Et ici il y a un séchoir. On l'utilise principalement pour les cultures bio. C'est vrai qu'en culture bio, il y a souvent des mauvaises herbes, etc. Et donc on a des lots comme ça à la moisson, c'est souvent la course parce qu'on nous demande de sécher. Le trieur a une taille, le séchoir a une taille petite. On sait juste sécher 12 tonnes à la fois. Et donc c'est vraiment un outil de dépannage qui nous permet de sauver des récoltes à certains moments. On a aussi des agriculteurs qui viennent avec leurs récoltes en dernière minute parce qu'il faut absolument sécher. Voilà. Mais on ne sait pas sécher des petites quantités comme Isabelle. Et donc voilà, on collabore ensemble aussi. Quand on a des plus petits lots, on ne sait pas utiliser cet outil. En fait, la différence des séchoirs, chez nous, c'est un séchoir avec des caisses en bois, ce qui permet, par exemple, pour les lentilles, de ne pas les faire tomber par le dessus d'un séchoir et du coup, en dessous, elles s'éclatent, quoi. Elles se coupent en deux. Et donc, c'est un séchoir avec des caisses en bois, avec le dessous de la caisse qui est en grillage. Et du coup, on a de l'air chaud qui passe par le dessous. Mais les quantités, nous, on peut sécher plus ou moins 20 tonnes, donc c'est aussi limité. Ah oui, c'est bien. Mais voilà, donc... Ah oui, je ne sais pas. On collabore sur le séchoir. Ça, oui. sûr. Ici, oui, c'est séchoir à recirculation, comme ils disent. Et donc, effectivement, le grain monte dans les élévateurs, il va dans le séchoir et il tourne comme ça tout le temps. Voilà. Qu'est-ce que dire Donc, il faut, ça, c'est l'outil logistique. Et alors, ici, c'est la filière qu'on a appelée, elle s'appelle Pure Local. Donc, on travaille avec la malterie de Jean Blou. En fait, on travaille avec des gros acteurs. Donc, le deuxième acteur mondial en orge s'appelle Boortmalt. Ils sont installés à Anvers. Ils ont la plus grosse malterie du monde. Ils ont des malteries dans le monde entier. Mais ils ont aussi des malteries craft, comme ils disent, artisanales. Donc, ils en ont une en Irlande, une en Écosse, une en France. Et alors, ils ont cette malterie de Jean Blou, qui est en fait un vieil outil qu'ils allaient abandonner parce qu'on n'est pas près des cours d'eau ni rien. C'est pas intéressant. Mais alors, vu qu'il est à 10 km de chez nous, on a lancé avec eux et on a fait ensemble ce concept de faire donc du malt bas carbone, parce que toutes ces techniques agroécologiques ou agriculture biologique, on est de toute façon dans des cultures où on stocke du carbone dans les sols. Et ces gros acteurs-là, ils sont demandeurs de produits bas carbone. Parce que
aujourd'hui, l'Union européenne leur impose de diminuer leurs émissions. Donc en général, ils ont tous fait le calcul de leurs émissions dans leur usine, etc. Et donc ils remettent des panneaux solaires, ils gèrent mieux la chaleur, l'eau, etc. Mais tous les rapports qu'ils ont faits jusqu'à présent leur disent, mais en fait, le plus gros de vos émissions carbone, c'est votre sourcing en matière première. Ça s'appelle le scope 3. Et donc maintenant, toutes ces grosses sociétés se rendent compte que s'ils veulent diminuer leur empreinte, ils sont obligés de s'intéresser à leur supply chain. Et donc là, ils viennent vers les agriculteurs et ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est intéressés par acheter du grain qui a permis d'émettre moins de carbone et qui a même permis d'en stocker dans les sols. Et donc là, ils sont vraiment intéressés qu'on calcule sur la filière, sur les 80 agriculteurs, combien de carbone a été stocké. Et donc nous, ici, on arrive à faire des filières où on a 0 émission de carbone sur la matière première. Et donc ça, en fait, maintenant, ça a une valeur auprès de ces gros agro-industriels. Et donc eux, c'est notre acteur principal. Ils expliquent aux brasseurs tout ce concept-là. Donc de remise en ordre des sols, l'impact sur l'érosion, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur le climat. Et en fait, les brasseurs, vu que ce sont des artisans, ce sont des gens qui comprennent très vite qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un impact. Et ils sont sensibles à ce discours. Ils aiment aussi rencontrer les agriculteurs. Et donc, chaque année, vous voyez, on fait des... Ça, ce sont les brasseurs qui viennent visiter les champs. Donc, vers le mois de mai, ils viennent voir les cultures. Donc, après, comme ça, quand ils reçoivent le malt, ils ont vu les champs. Et alors, ce qu'on fait, c'est que les agriculteurs vont visiter soit les brasseries, soit la malterie. On est allé voir justement le Delirium Tremens là, cet hiver. C'est très sympa parce que lui explique tous les problèmes qu'il a quand on lui fournit pas un orge avec la qualité qu'il veut. Lui, il a moins de rendement machine, etc., rendement bière. Donc, c'est très intéressant, tout cet échange. Et alors, il y a une transparence aussi. Et ça, alors, on a des discussions parce que les brasseurs va dire devant le malteur, c'est bizarre, moi je continue à acheter un malt très cher, et les agriculteurs sont là, ils disent, c'est quand même étonnant, nous le prix a complètement baissé. Et donc voilà, il y a vraiment un échange qu'on aimerait bien continuer à construire, etc. Alors là, ce qui est important, c'est que on s'est aussi rendu compte que le prix de l'orge dans une bière, c'est rien du tout. Donc quand les gens nous disent « oui, mais ça va coûter cher », en fait, dans 1 litre de bière, l'orge, c'est 2 cents. Donc on doublerait le prix à l'agriculteur pour qu'il puisse faire toutes ces pratiques et imaginer plein de choses. Ça ne représenterait encore que 0,01 cent. Et ça, c'est quelque chose, il faut en parler beaucoup, pouvoir l'expliquer, parce que le brasseur, lui, quand il achète son malt, c'est vrai que dans sa trésorerie, s'il achète son malt un petit peu plus cher, directement il a des montants en fin d'année, il peut avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros en plus de trésorerie, mais quand on lui explique que ça ne représente que ça, c'est même pas le prix de la capsule, alors là, et qui peut avoir un impact sur les champs, alors il est prêt à changer parce qu'il va aussi pouvoir, lui, communiquer sur le fait que c'est local, le fait que c'est bas carbone, etc. Et ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, vous voyez, on ne le voit pas encore sur les bouteilles, que c'est une filière courte, etc. Donc on a encore un travail à faire. Ils n'arrivent pas encore à toucher le consommateur final sur tout l'impact qu'il y a derrière ce malt. Voilà, ici c'est un peu l'évolution de la filière orge. Donc oui, vous voyez 80 agriculteurs, 800 hectares, 25 brasseurs. Et alors, voilà, ils nous disent que si on sait continuer, on peut continuer. Donc il faut, pour l'instant, nous, on cherche vraiment des agriculteurs, quoi. On est à la recherche d'agriculteurs qui ont envie de changer en orge et on a des contrats à proposer. Maintenant qu'il y a toute une série de personnes impliquées dans ces pratiques, en orge, on s'est dit aussi, tiens, il faudrait pouvoir valoriser les autres cultures qui sont faites dans les fermes. Et donc à partir de là, on aimerait bien, en froment panifiable, faire la même chose. Donc on discute maintenant avec les gros acteurs aussi, parce que la chance qu'on a ici en Belgique, c'est qu'on a vraiment toute l'industrie de la transformation qui est en Flandre. Elle est vraiment dense, quoi. On a énormément de moulins. Il y a des moulins, il y a des huileries, il y a des malteries.
voilà, toutes les grandes marques, les industries sont là en Flandre, quoi. En Belgique, on a de la chance. Un agriculteur qui est en plein milieu de la France et qui veut développer des filières comme celle-là, en fait, à côté de chez lui, il a une usine. Il n'y a pas un noyau comme ça d'industrie à côté de chez lui. Donc voilà, nos principaux acheteurs sont là et on aimerait que ce projet soit vraiment un projet belge dans lequel on travaille ensemble parce qu'on est vraiment complémentaires. Et donc on demande aussi à des agriculteurs en Flandre de faire partie du réseau. Voilà. Et donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des possibilités. Et donc là, dans toutes ces filières-ci, on est plutôt au stade de développement parce qu'en fait, monter une filière, ça prend vraiment du temps. Donc on fait 200 tonnes de seigle pour faire du levain. C'est une usine à Saint-Vith. Et cette usine à Saint-Vith fait partie aussi d'un grand groupe, Puratos, qui fait un peu peur parce qu'au début on se dit est-ce qu'on travaille avec eux? Mais en fait, ce sont ces gros acteurs-là qui doivent changer. Et donc au début on se dit non, on ne travaille pas. Mais si, il y a des gens là-bas qui sont motivés, qui ont compris. Et donc on a des interlocuteurs qui essayent en fait au sein de ces grosses agro-industries de défendre aussi l'agroécologie, de se battre pour ça et de donner une voix à l'agriculture. Et donc on fait ce levain de seigle. L'avoine, c'était pour un lait d'avoine. Enfin je dis c'était parce qu'on ne sait pas trop, mais donc ça c'est Provamel. La moutarde, c'est à l'essai. Enfin non, on fait déjà depuis 2-3 ans avec un acteur aussi en Flandre. Du lin, c'est une culture à laquelle on croit au niveau santé. Et donc là, c'est aussi, ça fait 3 ans qu'on essaie de faire du lin oléagineux. Et pour aussi avoir une diversification dans les rotations. C'est une culture intéressante pour le désherbage, etc., des parcelles. Donc on essaye de construire une filière lin. Et alors le pois, ben là on fait des essais, c'est vraiment compliqué. Le pois, il y a un gros acteur qui est Cosucra, qui peut acheter du pois, mais il faut aussi qu'ils arrivent à proposer un prix correct pour les cultures qui sont faites. Et il y a des gros déclassements en pois. Donc voilà, on fait des essais et là on a des projets de recherche ensemble. Mais l'idée, je pense que c'est la même chose que Graines de Curieux, c'est d'essayer de proposer les débouchés parce qu'on pense que c'est quand même les débouchés qui peuvent tirer les agriculteurs vers ce système agroécologique. Tant qu'il n'y a pas de débouchés, c'est bien gentil de tout changer sur sa ferme, mais c'est quand même difficile après de s'occuper aussi de la vente et de tout ça. Et donc il y a une partie en bio et il y a une partie qui est en agroécologie. Et donc c'est peut-être un peu la même question que tu as eue. Dans un stockage comme ça ou bien dans une ligne, on peut avoir les deux. Mais il faut chaque fois tout nettoyer. Et alors il faut une traçabilité très vérifiée. Et donc ça, c'est vrai qu'on est énormément contrôlé dans des outils comme ça. On a sans cesse des contrôles et donc ça c'est assez lourd aussi dans la structure. Voilà, mais donc tout ça est bien suivi, quoi. Et c'est vrai que pour juste, si je peux me permettre, c'est important d'avoir les deux ici, le bio et le conventionnel, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs maintenant, j'imagine que vous en faites partie, qui sont en conventionnel mais qui vont vers des pratiques culturelles qui sont de plus en plus, on va dire, régénératives. Vertueuses, il n'y a plus tellement de noms maintenant, mais ça veut dire que qualitativement, on est au même niveau, quoi. Enfin, je veux dire, donc l'intérêt de pouvoir transformer ou trier ou décortiquer les deux types de cultures, de méthodes culturelles. Pardon. Oui. Voilà, je pense que c'est terminé. Donc si vous voulez mettre de l'orge, n'hésitez pas à venir me voir. Et je le dis aussi à la caméra.